Il y a des produits, tu sais depuis des mois que tu vas craquer. Tu fais genre t'hésites, tu compares, tu regardes des reviews, mais au fond, c'est déjà acté. Et puis il y a les autres, ceux que t'avais aucune intention d'acheter, mais que tu te retrouves à commander un soir à 1h du mat, carte bleue à la main. C'est le thème de cet épisode. On vous partage nos craquages de l'année, ceux qu'on a laissés mûrir pendant plusieurs mois et les autres complètement impulsifs, mais pas forcément regrettés. On débriefe tout ça ensemble avec mes petits osios. Hello, c'est Quentin et bienvenue sur Bubble, le rendez-vous incontournable pour les amoureux de nouvelles technologies et du design, bien confortable pendant cet été du mois d'août. J'espère que vous allez bien, mes petits osios là. Mais oui, au cœur de la chaleur, on est là, on est bien. Bon alors, on en a parlé un petit peu tout au long de cette année sur nos petits craquages. Je sais qu'il y en a, à chaque fois, c'est arrivé de manière impromptue. D'autres, ça fait un moment que c'est réfléchi. C'est souvent ce que d'ailleurs le banquier dit. C'est impromptu ce que vous faites là, non parce que c'est pas, on n'a pas l'habitude. Vous êtes fait pirater, monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, généralement, je sais que par exemple, Rewan, quand il va mettre une carte, ça va être une belle carte. Ça, Quand il y a du craquage. Ouais, mais c'est craquage, c'est comment dire, c'est réfléchi, tu vois, c'est vraiment, j'en peux plus. C'est poncé. Je sais que je le veux, tu vois. En vrai. Balance ton Allez, craquage balance de ton l'année là. craquage. Bah, le craquage de l'année, c'était évidemment le Steam Deck. Hein. Le Steam Deck, console évidemment. portable de Valve, qu'on avait abordé dans moult épisodes maintenant, Bah oui. mais qui est en frais 100% rentable. Hein. Quand je vois la qualité de l'objet proposé, la qualité de l'écosystème qu'il y a derrière, t'achètes une console, t'as déjà tous les jeux, parce qu'encore une fois, je suis un joueur PC, donc Steam, ça fait partie de mes clients numéro 1 en termes de jeux. Incroyable, la proposition est folle. Je crois que c'est la première fois qu'en vrai que tu parles du Steam Deck de Valve même, je pense. et de Valve de manière plus posée. En tout cas, ton retour d'expérience sur le Steam Deck, parce que on avait suivi un petit peu ton achat, ton craquage impromptu, mais je crois que c'est la première fois que t'en parles un peu plus posé. Je crois qu'on en avait parlé un petit peu il y a 2 mois ou un truc comme ça. Mais ouais, en fait, si tu veux, donc moi, je suis un grand fidèle de l'écosystème Valve et Steam. Pourquoi ? Parce que en fait, une fois que tu as acheté le jeu sur PC, tu peux le transcrire en plein de trucs et le client Valve est très versatile, c'est-à-dire que mon PC qui est dans mon salon, qui démarre sur Steam en mode Big Picture, qui offre une interface console, c'est une console. Je m'en sers comme une console. J'ai mon PC fixe qui est dans mon bureau sur lequel je joue à mes jeux PC. C'est vraiment en mode je bosse dessus et là, je peux jouer convenablement. C'est le PC le plus puissant de la maison et quand je vais être dans le lit ou en déplacement, j'ai le Steam Deck parce que, encore une fois, je peux le démarrer vite fait, faire ma petite partie et le poser. Et en vrai, t'as une continuité de dingue en fait. T'as une continuité dingue, t'as la sauvegarde dans le cloud, ce qui fait qu'en fait, la partie que tu t'as arrêtée il y a un quart d'heure dans le salon, tu peux la reprendre sur le Steam Deck. C'est la même banque de jeux. C'est pas aussi puissant, mais l'écran est très beau sans avoir une résolution très très élevée. Donc, niveau performance, ça tourne. J'ai récemment commencé Clair Obscur pour les gens qui me demandaient putain, quand est-ce qu'il le fait. Alors, je sais pas beaucoup, j'ai dû jouer 2h30, 3h. Ah. Incroyable, déjà rien que l'intro, c'est incroyable. Ah ouais. Je sais pas comment ils ont fait. Alors, on peut faire un aparté 2 secondes là-dessus, mais trop fort les mecs, les anciens d'Ubisoft qui se cassent pour faire le propre jeu qu'ils avaient déjà commencé à développer à l'époque où ils étaient chez Ubisoft. Ils ont réussi, tu sais, je suis pas un mec qui est en mode très investi dans les histoires, en mode je ressens de la peine pour les personnages et tout. Ils ont créé une ambiance, juste le prologue où tu pourrais chialer. Je te jure, c'est un truc de fou. Je l'ai fait, je suis aussi dessus, moi. Toute l'ambiance, ah ouais? Ouais, c'est le jeu auquel je joue, je mets mon casque. D'habitude, je suis full VR et là, je dis au Game Pass, parce que tu sais, il est dans le Game Pass. Ouais, du coup, j'en profite et j'y joue pareil aussi. Ils ont réussi à créer une espèce d'ambiance. Dès que tu rentres dans le truc, t'es en mode, tu comprends pas ce qui se passe, mais t'es trop investi. Tu rentres direct dans le mood, tu comprends rien. Dingue. Ils ont fait un super feeling où c'est un Final Fantasy, mais avec une sauce un peu française, une patte française. C'est fou. T'es à Paris, c'est t'as ouf. des musiques vraiment type Paris. Et c'est marrant, ils arrivent bien à jouer avec les clichés sans que ça soit too much. Ouais, c'est clair. Le Steam Deck, du coup, énorme banger pour moi parce que c'est vraiment, comment dire, pour moi qui prend plus trop le temps de jouer maintenant, bah en fait, je peux le transporter un peu comme je veux. Si je veux le prendre un peu dans le lit, vite fait pour pas déranger madame avec une de mes 3 paires d'écouteurs, je peux le faire. Aucun problème. Le seul truc que je fais quasiment pas, c'est en fait, tu peux la docker comme une Switch et mettre l'écran, le mettre sur l'écran d'une télé ou quoi. Ouais, mais vu que t'as tes PC en fait, ça sert à rien. T'as les PC. Et alors, si ça sert dans un cas, si tu veux pas utiliser l'autonomie du Steam Deck, mais jouer quand même avec beaucoup de puissance et avoir juste le flux vidéo qui arrive sur le Steam Deck, tu peux le faire puisque le client Steam prend ça. Donc en fait, tu te retrouves avec le Steam Deck avec une autonomie de ouf. Et en fait, c'est la puissance de ton PC qui est utilisée. Du coup, tu joues vraiment à des jeux qui sont très très beaux sans fumer la batterie du Steam Deck. C'est incroyable. Et vraiment, un des trucs qu'il faut souligner, il faut vraiment mettre en avant parce que en fait, des concurrents du Steam Deck, il en existe plein et même qui sont techniquement supérieurs en termes de config. Malgré tout, Steam Deck Steam a fait un super travail, Valve plutôt, a fait un super travail sur l'optimisation, mais aussi surtout sur l'expérience utilisateur
l'utilisateur. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui pèsent par rapport aux concurrents où les interfaces, c'est un peu capillotracté. Je sais pas où j'ai sorti ce mot, mais c'est pas mal. Tu le noteras. Et surtout aussi, là, avec la couche Windows, qui est des fois un véritable problème pour pouvoir jouer. Voilà, vraiment en mode ergonomiquement très bien sur une console portable. Et je pense que je vais la fumer jusqu'à pas possible. Le seul truc qui pourrait me faire craquer pour un produit différent à voir, ce sera la ROG Xbox Ally que j'avais abordé dans un des précédents épisodes, qui va coûter beaucoup plus cher, mais qui aura une interface plus sensiblement identique, juste qui prendra davantage de clients nativement en main. Donc à voir, qui sera aussi peut-être techniquement un petit peu au-dessus. Écoute, je vais la voir d'ici quelques jours, donc je t'en dirai des nouvelles. Wesh. La carte bleue qui... le banquier qui écoute l'épisode, tu sais, qui se dit « Monsieur Maloup, s'il vous plaît !» Ah, le banquier, là. Faites attention. C'est l'épisode qu'on blacklist. C'est l'épisode, c'est l'épisode dans les craquage impromptu à voir. Et bah, impromptu, pour moi, ça a été la Switch 2. Déjà parce que je me souvenais pas de la date de sortie. C'est vrai. Je me souviens. Ça, c'est fou, tu ça. nous l'avais dit, ça. Dinguerie. Ah, bah, elle est sortie, bon. Que t'as vu une pub, je sais pas quoi, dans quel magasin, elle est là, dispo. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé quand on parle d'achat impulsif. C'est en est une complètement où t'es en mode, bon, en fait, il faut. Alors, il faut notamment parce que ça fait aussi partie des nécessités, entre guillemets, du travail. C'est le travail. Mais bon, à un moment, faut arrêter, quoi. On est aussi là pour kiffer. Ça a coûté un réel, quoi. Exactement. Un unboxing. Allez. Se faire influencer, clairement. Ça a été le cas. Mais c'est vrai que la Switch 2, c'est marrant parce que j'y joue peu en perso. Par contre, dès qu'on est en mode gros groupement de potes et tout ça, on y joue. Et c'est trop drôle. Le mode survie de Mario Kart World, un délire. Vraiment, c'est beaucoup trop drôle. Je pense qu'un jour, on va se battre. Ah ouais, c'est stressant. Le truc, il est stressant. Il y a des cris de tous les côtés. C'est un enfer sur Terre. Pour vous mettre dans le contexte, le mode survie, on est 24, je crois, sur la map. Et en fait, c'est une map en continu. Et t'as des sortes de checkpoints. Et tous les checkpoints, t'as un nombre de joueurs qui dégagent en dessous d'un certain classement. Et à la fin, bah, évidemment, c'est d'arriver top 1, un petit peu comme Fortnite, des choses comme ça. Mais franchement, c'est à mourir de rire. Et après, c'est le seul jeu, en vrai, de la Switch 2 que j'ai acheté, les autres étant pas sortis. Il y a un truc par contre que j'attends beaucoup, mais le problème c'est qu'il faut prendre un abonnement en ligne. Si vous avez écouté l'épisode sur les abonnements, flemme d'en prendre un nouveau, mais t'as un émulateur GameCube qui est dedans et t'as plein de jeux sur GameCube qui reviennent et au fur et à mesure il y en a de plus en plus. Oh là là. Donc je suis en train de péter mon crâne. Bah ouais, là t'es en train de me... Parce que Need for Speed Underground 2 et Smash Bros Brawl... Il y a Mario Football qui viennent de remettre. Mario Striker Football, je crois que c'est ça le nom complet. J'attends tellement qu'ils remettent Mario Kart Double Dash. Ouais. Oh, Double Dash, je l'avais oublié. Ah ouais. Il y a ça, et puis après, moi, il y a plein de jeux auxquels je jouais. Il y a Tarzan. Si vous avez jamais joué au jeu Tarzan, vraiment, c'est une dinguerie. Il est sous-coté de fou. Et bref, j'ai plein de jeux de GameCube que j'ai hâte de redécouvrir. Mais ouais, l'émulateur, ça fait partie des jeux, enfin des fonctionnalités Switch 2 que j'ai hâte d'avoir. Donc voilà pour ce petit craquage impulsif qui était clairement pas réfléchi celui-là. Mathieu, il a été drôlement calme pendant ce truc-là. Je pense qu'il va nous sortir avec un classique là. Alors bah écoute, je sais pas si c'est un classique, mais j'ai jeté mon dévolu sur un écran. J'ai toujours aimé les écrans, tu sais, de monteur avec un bel étalonnage, etc. Et souvent on vante les écrans d'Apple comme étant des pierres. On vante leur prix aussi. Maîtresses. Aïe. Exactement. Et la pièce maîtresse, c'est juste le support. Ouais, c'est le bras, tu vois, pour tenir. Tout à fait. Ça, c'est une pièce tu maîtresse. sais quoi, pour le prix du bras, moi, je me suis tourné vers le BenQ, donc le EMAT 270U. Alors, pourquoi je parlais des Apple Studio Display? Parce que, en tout cas, je sais pas si il vaut en termes d'affichage, mais on n'est pas loin. Je sais qu'il est très cohérent avec les affichages des MacBook Pro. Il reprend la même colorimétrie. Ils ont fait tout un travail là-dessus, BenQ, parce que je les avais rencontrés. Ils m'ont parlé de cet écran-là. Ils ont vraiment fait un gros travail d'étalonnage. Et en fait, tu vas retrouver typiquement, quand tu branches ton USB-C sur ton écran, et ben il te demande quel modèle même tu as de MacBook Pro. Pour avec préciser le M1 Pro l'étalonnage. et tout ça, pour vraiment mettre la même colorimétrie. Et c'est troublant. J'ai fait une vidéo sur la chaîne. C'est troublant de voir à quel point la colo est identique. Et en fait, ce qui est très très cool, c'est qu'on parlait dans un épisode précédent, dans celui de l'EDC, sur le côté un peu paper donc de la Huawei. Et ben c'est la même chose côté BenQ. Ils ont un mode e-paper aussi également. Et du coup, en fait, c'est un écran mat. Et j'aime beaucoup du coup le côté très qui prend pas les reflets, etc. Ça donne des couleurs un peu moins pop. Mais par contre, pour le reste, c'est vraiment
un affichage aux petits oignons. C'est vraiment ça qui m'a vraiment fait kiffer. Pareil aussi, ils ont poussé l'intégration jusqu'au bout, puisqu'ils ont mis un truc qui s'appelle Display Pilot 2. Et en fait, comme tous les écrans de Mac, j'imagine, parce que vraiment, j'ai jamais eu d'écran Mac, et bah, quand tu le mets et que tu appuies sur les touches, tu sais, de réglage sur ton MacBook Pro pour régler la luminosité, etc., et bah, ça joue aussi également sur l'écran. C'est retranscrit sur l'écran. Ça, c'est pas mal. Il y a une intégration, c'est genre, on dirait, c'est un écran Apple en fait. Vraiment, toute l'expérience de l'écran Apple, tu le retrouves sur ce BenQ. Ils ont des docks, mais plutôt bien foutus, bien cachés, où tu vas pouvoir avoir ton port USB qui fait du 90 watts, du coup, qui va pouvoir recharger à la fois ton Mac. Et franchement, c'est vraiment un écran que je recommande. Je disais une bêtise, je corrige, c'est un écran 4K UHD, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit 3K. Mais vraiment, c'est ça que je voudrais mettre en avant, c'est que t'as l'expérience comme Apple, mais pour je sais pas, le quart du prix d'un Mac Studio. Et pour le coup, c'est un craquage, parce que ça reste quand même 500 €, mais c'est, comme je l'ai dit, beaucoup moins cher que l'Apple Studio si vous n'avez pas les moyens de vous l'offrir. Le Studio Display ? Ouais, le Studio Display. Ouais. Bah, il est dans le studio. Putain, je l'ai vu en arrivant. Voilà quoi, je me suis dit, mais attends, le frérot, il a un bureau, et dans son bureau, il y a un bureau. Il y a un autre bureau, parce que c'est pas son bureau. J'ai 3 configs dans mon bureau là en ce moment là. En réalité, c'est parce que je prépare un setup ergonomique et au moment où vous entendez ce podcast, la vidéo est déjà sortie. Mais c'est vrai que je l'ai acheté pour ça. Et bah, c'est une dinguerie. Hein. Ah ouais, c'est vrai ? Ah, franchement. Parce que toi, t'as un écran qui est déjà bien. T'as quoi, un G9 ouais, t'as l'Odyssey là. J'ai l'Odyssey OLED G9. En fait, ça fait un moment que je réfléchis à éventuellement changer de workflow. Enfin, je pense à mon futur studio en fait. Et dans ce futur studio, je pense pas que ce sera suffisamment esthétique de mettre un écran ultra wide, ce que j'ai actuellement. Donc l'idée, c'est de passer l'écran ultra wide sur un setup F1. Et l'idée, c'est de prendre un nouvel écran, qui est cette fois-ci un écran plus classique, qu'on retrouve justement sur le Apple Studio Display, un écran 27 pouces, je crois que c'est ça la taille. En tout cas, avoir un mono-écran et voir en tout cas si cette ergonomie me convient aujourd'hui, en plus de l'aspect esthétique de l'écran. Ça va être dur hein, de repasser sur un écran ultra-wide pour un écran en format, comment dire, c'est du 16, non, c'est du 16-10, je pense, un truc comme ça. Mais enfin, quoi qu'il en soit, quand tu regardes une timeline sur un écran ultra-wide comparé à sur un écran normal, c'est dur. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je taffe sur un ultra-wide et de manière générale, je bosse avec 2 écrans, même quand je suis au taf, donc écran PC portable et second écran. C'est impossible aujourd'hui de travailler sur un seul écran, c'est très compliqué. On va dire que le plus compliqué, c'est sans doute pour le montage, parce qu'on aime bien avoir les ultra-wide justement pour avoir des grilles de montage, la piste de lecture la plus longue possible pour l'édition. Donc ça, mais moi en vrai, pour justement le BenQ, c'est un peu aussi la même chose, parce que moi j'ai aussi un écran ultra-wide de 40 pouces, et en vrai, le passage, ça se fait. En vrai, c'est ça, c'est que en vrai, vu que on va parler d'un autre produit juste après, mais la transition est en train un petit peu d'être faite justement dû à cet écran plus petit, et on en parlera. Mais du coup, je me dis, est-ce que la transition peut être faite même si je fais des compromis ? Est-ce que les compromis esthétiques vaudront le coup de le changer réellement ? Ça, c'est une autre question. Mais c'est vrai que, en tout cas, sur les premiers aperçus, parce que là, je fais mes premières heures du coup avec cet écran, la colorimétrie est assez bluffante. Surtout l'esthétique du produit est vraiment très chouette. Ouais. D'autant qu'il y a une caméra du coup intégrée si jamais on veut faire des visios, des choses comme ça, et c'est de très bonne qualité. Et surtout, moi, ce qui m'a le plus bluffé, c'est les haut-parleurs. Vraiment, il n'y a limite pas besoin d'avoir d'enceinte à côté. Ah ouais, les haut-parleurs sont bons. C'est impressionnant. Franchement, j'ai été assez bluffé. Pour le coup, dans Versus, là, mon BenQ, il peut pas lutter. Non, mais quand tu vois ce qu'ils arrivent à faire juste sur les MacBook Pro, MacBook Air, là, t'as 4 fois plus de place dans le truc. Exactement. À mon avis, mais par curiosité, je te ferai écouter tout à l'heure Mathieu. Et pour les autres, écoutez, rendez-vous sur ma vidéo YouTube. Vous aurez un petit peu toutes les réponses à ce sujet. Mais c'est vrai que par contre, c'est un tarif 1749 €. Ouais. C'est pas la même chose. Après, c'est un écran 5K. C'est un écran dédié pour des personnes travaillant globalement dessus. Parce qu'aujourd'hui, ça vaut. Enfin, je vous recommande absolument pas de mettre ce prix-là si c'est juste un écran pour faire de la bureautique, des choses comme ça. Et du coup, pour les gens qui sont vraiment dans l'écosystème Apple, mon BenQ, pour le coup, c'est parce que j'ai envie de le vendre, mais allez voir parce que ça a une belle alternative. Et je sais que tous les gens qui ont un peu craqué pour le BenQ, souvent le regrettent pas. C'est ce que j'ai en commentaire sous ma chaîne YouTube. Ouais, mais c'est pour ça, allez checker la vidéo qui est en description. Vous aurez un petit peu toutes les réponses si vous voulez connaître l'un ou l'autre. Mais voilà, le Studio Display, pour l'instant, je sais pas si je le garde ou pas. C'est un craquage, mais un craquage qui va peut-être virer d'une manière ou d'une autre. Donc, je me laisse le temps de tester. C'est aussi le but de ces trucs-là. Il faut aussi les réfléchir d'une certaine manière. Pour l'instant, je suis sur de l'hésitation. Là. Je marche sur les œufs. J'avoue. Je suis en train d'hésiter avec le MacBook M4, le MacBook Air en M4, parce que
Futur craquage alors, il peut-être. est sexy, c'est possible. J'en ai quelques-uns, j'ai une liste de futurs craquages, mais pour l'instant, je me tâte. Ce qui est sûr, c'est qu'au cours de l'année, j'avais acheté le framework, le 13 pouces que tu avais déjà vu, que j'avais aussi en PC Pro. Donc j'en avais 2 pendant un moment, que j'avais pris sur la config AMD, la plus grosse config AMD. Donc je crois que c'était un AMD un Ryzen 7 8740U, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est un très bon processeur, encore une fois, qui offre une belle autonomie, des belles performances. Encore une fois, Framework, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une initiative de pas mal de gens, d'anciennes grosses sociétés. Donc, tu as des gens effectivement d'AMD, tu en avais de Nvidia, tu en avais d'Asus, etc., qui sont mis ensemble et qui ont fait une boîte de PC un peu réparable, un peu à l'image de ce que peut faire... Framework non, du coup, ce que peut faire Fairphone dans le domaine du téléphone. Là, Framework, entre-temps, ils ont sorti même un PC fixe, ils ont sorti le PC en format 15 pouces, je crois, où lui, tu as carrément carte graphique, etc. En vrai, j'en suis très content. C'est une config qui valait 2 000 €, puisqu'encore une fois, toutes les configs ne se valent pas. Tu peux, en entrée de gamme, je crois que tu peux avoir une config qui doit valoir aux alentours des 900 €. Ouais, je crois que c'est 749 les premiers prix. Ça, il me semblait, c'est ça, mais derrière, alors tu vas pas avoir la RAM, tu vas pas avoir la SSD, donc on va dire qu'il faut compter globalement autour des 1 000 € pour avoir un truc qui tourne. Et en vrai, j'en suis très content. J'en suis très content parce que c'est un bon PC, c'est un PC qui tourne bien, c'est un PC sur lequel je lui ai mis pas mal dans la gueule. Ça m'arrive de jouer, ou à ma femme de jouer à Baldur's Gate 3 dessus. Ça tourne, c'est pas exceptionnel en termes de perf, mais c'est vraiment cohérent. C'est costaud. J'arrive à faire du multimédia, j'arrive à faire tout ce qui est du Illustrator, machin, sur le truc, ça fonctionne. Je fais tourner des machines virtuelles, évidemment, parce que j'ai pris une config avec 64 Go de RAM. Et puis le processeur, je crois qu'il a 8 ou 12 cœurs, je sais plus exactement, donc ça fonctionne. En vrai, assez content, assez content. Dans les craquages futurs, peut-être que je craquerai sur le 12 pouces, qui lui est un châssis plastique mais qui est un convertible. Donc tu peux le mettre, tu sais, tu peux le retourner sur lui-même, tu peux acheter le stylet pour dessiner, etc. Il est tactile du coup au niveau de l'écran. Il est tactile au niveau de l'écran. Tu te retrouves toujours avec l'écran rétro-éclairé. Puis c'est toujours l'aspect framework dans le sens où tu peux le personnaliser, tu peux acheter des pièces si jamais tu pètes un truc. Tu vois, ils ont aussi le concept derrière, c'est de faire des produits avec une grande longévité. Encore une fois, à l'image de ce que proposait Fairphone, mais pour la partie PC. Et celui-ci, je vais voir, il est positionné un peu plus bas en termes de performance, en termes de prix aussi. C'est voulu de faire un truc entrée de gamme. T'es pas sur un châssis en aluminium comme l'autre, t'es sur du plastique. Mais les premiers tests étaient relativement intéressants et relativement convaincants. Donc pourquoi pas. C'est pas du haut de gamme, mais ça pourrait être très bien dans les scénarios où je voyage et je veux un truc un peu convertible. Pour rester dans l'univers des PC, je pense que j'ai vendu la mèche très très tôt dans les podcasts et même avant tout le monde. J'ai acheté le MacBook Pro M4 Max. Ouais. Ça fait un moment maintenant que je l'ai, ça doit faire 1 mois et demi ou 2 mois. C'est la régalade. Franchement, c'est une dinguerie. Alors, j'ai bien fait, je pense, de le maximiser. J'ai du coup fait pas mal de bench avec le Mac Pro pour les comparer, notamment sur une vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et en fait, il le tue, quoi. Ah oui, il lui met, il lui met tarif. Il est sur du Intel en plus. Ouais, il est sur du mais après, Intel. c'est des plateformes un peu vieilles. Je crois qu'il a 9 ans maintenant, je crois que je l'ai acheté en 2020. Il date de 2019 et je l'ai acheté, ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais. Ah, mais c'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux, mais en fait. pour une claque comme ça. Ah, mais en fait, Apple a fait un travail de dingue avec ses processeurs silicone. Ah oui, hein. Et même si c'est du Intel Xeon W, je sais pas quoi, mes couilles, franchement, c'est une dinguerie ce qu'ils arrivent à faire. Et surtout, on parle d'une tour PC versus un MacBook, un laptop. Donc c'est assez astronomique ce qu'ils ont réussi à faire. Pour l'instant, et on en parlait un petit peu tout à l'heure, je suis un peu dans un micmac où je suis en permanence en train de copier des fichiers de l'un à l'autre, etc. Tu l'as capté? Ouais, je l'ai vu. Donc je vais voir pour éventuellement faire une sorte de petit update dans mon workflow pour rajouter un NAS ou des choses comme ça. En tout cas, une interface qui me permettra de faire le relais de l'un à l'autre plus facilement, parce que j'utilise clairement les deux en ce moment. Un moment, je suis en train de faire un montage d'un podcast Bubble où j'exporte sur le MacBook et puis j'attaque un autre montage sur un autre, donc je suis un peu en mode deux mains. Je travaille sur les deux interfaces, d'où aussi l'idée de créer un setup ergonomique pour justement pouvoir faire un vrai univers autour de ça et puis proposer un nouveau setup autour du MacBook. Ça pour le coup c'est un gros craquage et en même temps ultra réfléchi. J'ai fait plusieurs vidéos ces dernières années où je faisais des wishlists en début d'année sur des produits que j'aimerais bien
bien acheté sur l'année. Et je me rappelle d'une vidéo, je crois que c'était en 2021 ou 2022, où je parlais déjà d'acheter un MacBook Pro. Mais on en parlait déjà. Et c'était le M1 ou M2. Enfin bref, ça fait un moment que j'en parlais. Et je me souviens d'un déclip quand tu avais vu mon MacBook M1 Pro. Tu m'avais dit, ah ouais, alors et tout. Tu dis, ah, je me tâte à reprendre un Mac. Voilà, parce que je crois que tu étais passé full iPad. On avait l'occasion d'en parler même pendant, je crois, un peu près le même scénario. Genre, tu partais en vacances, t'es en mode, ouais, mais ça fait chier parce que je pourrais pas faire de montage, machin. Donc, Exactement. Mais en vrai, c'était le bon move. Moi, j'aurais pas acheté le M1 parce que juste c'est des plateformes récentes. J'aurais attendu d'avoir des plateformes plus éprouvées. Le M4, on est quand même sur quelque chose de relativement abouti. Pas de grosse évolution par rapport au M3, mais t'as un peu plus d'autonomie, t'as un peu plus de puissance. Mais en vrai, incroyable. Il lui met des tarifs au Mac Pro. Moi, j'étais choqué des benchmarks. Bah, et après, moi, tu vois, j'ai un M1 Pro avec 16 Go de RAM, donc vraiment le truc de base. Et franchement, déjà, ça fait déjà des dingueries. Ah oui, tu m'étonnes. Ah ouais, non, mais c'est fou. Ça fait des dingueries. Donc, j'ai toujours même le iMac M1. Et déjà là, il y avait des différences qu'on pouvait voir sur certaines choses, même si c'est incomparable aujourd'hui avec le M4 Max à proprement parler. Mais franchement, ouais, non, le travail qu'a fait Apple sur la puce silicone, c'est franchement assez bluffant. Et aujourd'hui, j'en suis très très content. Et je peux enfin bosser en partant en déplacement sans me dire putain, il faut que j'anticipe 3 jours à l'avance pour faire tous mes micmacs de fichiers et puis pour pouvoir travailler sur des gros projets. Donc là, c'est enfin terminé et franchement, je suis ravi. Il y a 2 derniers petits produits que moi j'ai achetés cette année. Le premier, c'est la Kindle. On en a parlé X fois, donc je vais pas revenir dessus, mais c'est vrai que c'est un produit qui a vachement changé ma façon de voir les choses. Et il y en a un deuxième, c'est le DJI Mic Mini. Des petits micros que vous connectez soit sur votre appareil photo, soit sur votre iPhone, des choses comme ça. Tout le monde m'en parle. Ouais, en fait, quand on avait fait le tournage avec Total Energy, t'étais venu en backup avec tes micros. Ouais. Et franchement, j'ai kiffé le principe d'avoir des tout petits micros. C'est un truc que moi, j'avais pas, et notamment le fait de pouvoir enregistrer 2 personnes différentes via le même émetteur. C'est un truc que j'avais pas dans mon workflow, donc j'ai craqué là-dessus et c'est un super produit. On avait pu le tester aussi du coup récemment là, à Niort pour faire une interview pour la Maif et franchement très efficace. Sachant que tu enregistres sur le boîtier de ta caméra, plus tu peux avoir un backup, je crois, de mémoire avec une mémoire à l'intérieur, c'est ça? Je suis pas sûr sur cela. Alors peut-être sur la version plus haut de gamme. Ouais. Moi j'ai vraiment pris le plus petit parce que j'ai vu le comparatif sonore. Il n'y a pas de grande différence. Il y en a sur la distance, mais en vrai ça rentre pas dans mon cahier des charges. Donc je m'en fous. Je suis parti sur le premier prix. Je crois que c'est 170 €, un truc comme ça. Et franchement le rapport qualité-prix est dingue. Et maintenant carrément DJI, ils sont trop forts. Ils sont dans une autre sphère. Si vous prenez le DJI Osmo Pocket, qui est le sorte de stabilisateur avec un objectif d'appareil photo, de smartphone globalement. Un capteur 1 pouce, ouais. Exactement. On peut connecter ces micros directement en interne sur le petit boîtier. Donc vous avez un stabilisateur, un appareil qui est de plutôt bonne qualité, notamment si on compare avec des GoPro, des choses comme ça. Franchement, il fait vraiment le taf. Et en plus, vous avez un micro de qualité tu peux enregistrer, tu peux faire des micros-trottoirs. Franchement, tu peux faire des dingueries. Donc franchement, ils ont été trop forts. Ce que je vous propose, c'est de passer sur nos futurs craquages. Je sais qu'on en a quelques-uns. Donc je vous propose de vous lancer. Mathieu, tu veux y aller? Bah écoute, tu parlais de stabilisateur, de caméra. Moi, si je pouvais en faire un, parce que c'est toujours pareil, c'est les finances, faut faire attention. Mais je lorgne beaucoup sur le Insta360 X5. Ok. Qui est ni plus ni moins qu'une caméra d'action, mais qui a la capacité de tourner en 360. Voilà, c'est toujours suite à mon côté un peu VR, immersion, etc. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le côté où, en fait, il a un capteur qui est capable de faire de la 8K. Mais tu vois, le fait de pouvoir capter avec un très très grand angle te permet aussi, par exemple, de te faire des face caméra avec ta perche dans les mains et tu peux te faire vraiment un face cam et c'est toi qui choisis un peu l'angle, comment tu cut, quoi. Voilà, tu peux te faire un plan américain, tu peux te faire un plan. Je me souviens, j'avais vu des vidéos où les mecs ils se font des plans complètement, on voit comme s'ils avaient un trépied devant eux. Du coup, ils font disparaître le trépied, mais tu as comme un trépied et tu es en plein format, enfin en plein. On voit tout le corps, c'est ça que je veux dire. En plein pied. Exactement, en plein pied. Et vraiment, c'est une caméra sur laquelle je lorgne depuis très très longtemps. Mais voilà, encore une fois, c'est 589 € quand même le prix du bousin. Donc pour le boulot, ça serait très très bien. Pour le travail, c'est pour le travail, monsieur. C'est pour le travail, donc il manque plus que le budget, mais ouais, pour tout ça. Donc, et aussi, même si la 8K, disons-le encore une fois, c'est just pour la VR. En vrai, il faut avoir un minimum du 12K et c'est le début, tu vois. Plus on aura pour que c'était un rendu net, tu vois, dans le casque.
Mais bon, pour le coup, pour faire des petits souvenirs comme ça, pour immersifs. tester, pour faire des Ouais, trucs. et puis des trucs en famille un peu perso, tu vois, ça peut être cool. Ou des petits concepts que tu peux faire un peu créatifs, pourquoi pas, pour proposer à tes abonnés. Bon, bah, 8K, ce serait déjà pas trop mal, quoi. Rewan, t'as un petit truc, toi, futur? Tiens, le problème, c'est que moi, je l'ai dit, moi, je suis con, moi. Donc, j'ai récemment mis la main sur, comment dire, j'ai eu l'occasion de toucher un Galaxy Fold 7. Aïe. Oh la vache. Aïe, caramba. Ils sont forts. Je vois ce que Ils tu sont parles. forts, ils sont forts. Problème étant que les Galaxy Fold, depuis la première génération qui est sortie, ils ont été un peu victimes d'une mauvaise pub. Tu sais, ils avaient une charnière qui était épouvantablement grosse, donc ça te faisait une brique dans la poche. Surtout la face avant abominable. La face avant qui était juste pas utilisable en fait. Enfin, c'était un truc. Tu sais, moi j'avais un Z Fold 4, t'as toujours ce côté où t'as envie de te la raconter, le montrer et le déplier devant les gens qui fassent waouh, mais t'as toujours les gens qui te jugent, ouais, c'est gros quand même, c'est épais. Ah, c'est turbo épais. T'es toujours obligé de te justifier. Non, mais en vrai, parce que ça fait tablette, du coup. Et t'avais le trou quand la charnière est fermée, mais t'as l'impression qu'il est fermé, il est un peu recroquevillé sur lui-même et tu vois à travers les deux plis de l'écran. Ouais. Le Fold 7, si je pense que j'ai envie de faire le test de l'acheter et de le tendre à quelqu'un, mais pas déplier, tu vois, et juste de le dire ouais, c'est pas mal et tout ça machin, de le laisser, tu sais, bidouiller pendant genre 2 minutes et puis après l'ouvrir et de dire what the fuck. Il est je trouve qu'il est si réussi. C'est l'écosystème a l'air bien, j'ai pas pu le toucher plus que ça, mais ça a l'air bien. Quand il est fermé, il est vraiment fermé, il fait l'épaisseur d'un smartphone normal en étant fermé, c'est fou. Mais petite question, il y a d'autres concurrents qui ont déjà en réussi t'avais la finesse avec Honor notamment. On va pas parler de Huawei parce que Huawei, bon, c'est relou pour l'écosystème. T'avais OnePlus aussi. Ok. Et du coup, pourquoi celui-ci plus qu'un autre? C'est une bonne question. Je pense que en fait, quand tu regardes la proposition de prix tout confondu, c'est-à-dire au niveau des appareils photo, etc. Alors peut-être un peu moins sur couche. Je sais qu'il y a eu un gros travail qui a été fait avec One UI. Ouais. Sinon, je partirais plutôt avec OnePlus parce que la partie OnePlus m'intéresse. Moi j'aime bien la partie Android stock, mais sinon, l'écosystème Samsung est quand même vachement abouti. C'est assez impressionnant quand tu l'as en main, en fait. Après, j'ai toujours eu peur. Peut-être le seul truc un peu négatif, c'est les appareils photo qui sortent vachement. Mais encore une fois, tu es obligé. Physiquement, il te faut de la place pour les mettre. Après, OnePlus, ça a quand même vachement changé en termes d'interface. Maintenant, ça commence à revenir un peu côté Oppo. Mais pour terminer, c'est vrai que côté Fold, ils ont quand même une expertise sur l'interface utilisateur. C'est leur 7e génération, donc il y a le recul à la fois constructeur, stratégique et aussi sur tout le côté ergonomie et robustesse. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déboires avec les Fold et on en a fait les frais tous autant qu'on est. Mais c'est vrai que celui-là, c'est une vraie prouesse technique. Je dois avouer qu'il m'impressionne quand même vraiment beaucoup. C'est une folie. C'est une folie. Si vous vous demandez à quel point il est pas épais quand il est ouvert, vous prenez le téléphone que vous avez dans les mains, vous regardez le port par lequel vous chargez votre téléphone, ouvert, il fait l'épaisseur du chargeur. C'est fou. Je rappelle, il y a un écran par-dessus, tu as une batterie, tu as tous les composants pour faire tourner un smartphone. C'est une folie. Et l'écran est d'une qualité exceptionnelle quand il est ouvert. C'est un écran, quand tu le tiens, il est vachement léger pour un smartphone, je trouve. Et c'est typiquement le genre de truc que tu peux avoir dans lequel, alors t'es format un peu carré, donc pour regarder une série, tu as des grosses bandes quand tu regardes, parce que bon, c'est pas filmé en 3,5 les séries, on n'est plus depuis 90. Mais tu peux confortablement lire un article, lire un livre, regarder ta série, prendre des notes. Même si tu as un clavier portable Bluetooth, tu peux travailler en vacances dessus, ça fonctionnera sans aucun problème. Je vois de quoi tu parles. Oui, voilà, tout à fait. CF, voire EDC. Voire l'épisode EDC 2025, qui n'est pas sorti ou qui est déjà sorti en fonction du calendrier des releases. Mais je pense que ça fait longtemps que j'ai pas craqué pour un nouveau smartphone. Il reste cher parce que prix d'entrée t'es à 2000 boulas, ça fait un peu chier pour après, les prestations. Et je te dis, mec, il y a des pros de l'optimisation. Moi, j'ai vu des gens, ils le voulaient tellement ce téléphone. Il y a des offres Boursorama, il y a des trucs boulanger. Tout le monde a fait des offres. Ils ont été sacrifiés à un téléphone. Je vais attendre d'en trouver une offre très très intéressante et je pense que ça va être un craquage, effectivement. Ouais. Ça, c'était bien pour la partie téléphone, mais il y en a un que j'œille depuis un moment sur la partie ordinateur. Encore je trimballe. Ouais, je sais. Il kiffe les ordi. Tu sais, le mec, il a 3 paires d'écouteurs, il a 5 ordinateurs. Alors, chez lui, il a plus que 5 ordinateurs, si on compte tous ceux qu'il a reconditionnés en plus. Il faudrait que je compte, mais je pense qu'il y en a un petit peu. Et en fait, si tu veux, donc pareil, il y a aussi un truc, c'est que je sépare les usages. C'est-à-dire qu'un ordi pro, c'est un ordi pro, et pour des raisons de confidentialité, tout un tas de trucs, je sépare les usages. Et là, en l'occurrence, j'étais en train de me dire, en vrai, à titre pro, pour quand je me déplace et tout, un MacBook Air
N4, ça devient une alternative crédible, tu vois, pour travailler. C'est même plus que crédible, ouais. Et en fait, je suis en train d'hésiter très fortement avec complètement l'opposé, c'est-à-dire une Microsoft Surface. Donc, de dernière génération. Mathieu, dis-lui, s'il te plaît, il m'écoute pas. Il sourit. En plus, je veux vraiment la version avec la puce Qualcomm X, tu sais, X+, ou X Elite. T'as envie de... Oui, voilà. Alors, j'ai regardé des comparatifs récents, il paraît que ça devient utilisable. Non, mais en tout cas, c'est vrai que moi, pour les avoir vus, ils sont bien. C'est cool. Moi, le vrai reproche que j'ai eu quand j'ai eu le rendez-vous avec Microsoft, c'était vraiment sur la partie copilote où ça, voilà, c'était... Copilote, ça m'emmerde. Alors ouais, on peut faire un aparté 2 secondes. La PC Copilote Plus avec un bouton pour l'IA, je m'en fous de l'IA. Je veux un PC, je veux pas un assistant quotidien, machin. Ouais. Si je veux activer de l'IA, si je veux activer du recall, etc., laissez-moi la main pour le faire. Là, ce que je veux, c'est un PC. Je veux pas qu'il me réponde quand je parle à la voix, tu vois. Par contre, les finitions, c'est vrai qu'elles sont top. Et apparemment, en termes d'autonomie, ils arrivent à concurrencer en tout cas ce que fait Apple aussi avec les Mac. Presque. Qu'a dit Microsoft. Ouais, on est entre 14 et 16 heures en fonction des modèles choisis. Et par contre, sur la stratégie, il y a un truc sur lequel j'ai un coup de gueule. Donc les Surface, c'est des ordinateurs tablettes. En fait, là, je parle des Surface vraiment pro. Ouais. Parce que tu as le Surface Laptop qui est juste un ordinateur avec un écran tactile. Là, les Surface pro, c'est vraiment tablette. Il y a une déclinaison en version business où il y a encore du Intel. Moi, je veux la version Qualcomm parce qu'encore une fois, ARM, l'autonomie, etc. Même si Windows 11 ou ARM, c'est pas encore tout à fait... idéal. Ouais, mais en tout cas, tu sens que le mariage est bon parce qu'il s'y accroche fort, Microsoft. Et puis, ils ont la partie virtualisation chez Apple, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, j'ai oublié aussi, ouais, j'avais le nom. J'ai Cynthia, mais c'est pas Cynthia dans la tête, c'est un truc comme ça. Ils ont Prism, côté Microsoft, qui est exactement pareil. Et surtout, un truc qui me fout la rage, c'est que en fait, tu as une version 13 pouces, donc tu as la version 12 pouces qui est avec un Qualcomm, j'ai plus 8 cœurs, un truc comme ça. Ouais. Tu as Qualcomm Plus avec 10 cœurs, et je crois que tu as la version 12 cœurs avec le Qualcomm Plus, le Qualcomm Elite. Et c'est que sur ce modèle-là que tu as l'écran OLED. Donc, c'est-à-dire que si tu veux un écran OLED avec vraiment de la profondeur de couleur, etc., tu es obligé d'aller automatiquement vers le plus haut de gamme. Ouais. Et ça me fait un peu chier, puisque, encore une fois, prix d'entrée, je crois que tu es autour des 1006, un truc comme ça, ou 1007, sauf que tu n'as pas de clavier. Donc, bien sûr, tu vas prendre le clavier. Il y a 2 versions du clavier. Un que tu peux utiliser débranché avec sa batterie et tout, avec le stylet compris dedans. Et en fait, quand tu mets les accessoires bout en bout, on est à entre 2003 à 2005 euros, quoi. Pour les avoir testés, moi, l'an dernier, le Pro et le laptop, c'est des produits et des machines qui sont extrêmement bien finis. En plus, j'avais des coloris qui étaient vraiment cool et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai un problème avec le Pro dans la manière dont ils abordent un petit peu tout ça, la dextérité que tu peux avoir. C'est un hybride que moi, j'ai du mal à comprendre son positionnement. Et j'avais des amis qui l'utilisaient de manière pro. Enfin, c'était genre en cours, etc. Ouais. Même pour utiliser du Photoshop, des logiciels comme ça. Et je sais pas, j'ai jamais trouvé son positionnement correct. Il y a toujours un côté où t'es à mi-chemin entre une tablette et un ordinateur, mais il fait pas bien l'un, il fait pas bien l'autre. L'ergonomie est un peu hybride et je sais pas, j'ai jamais trouvé ça suffisamment adéquat. Je pense aussi parce qu'ils avaient des plans, notamment sur la transformation de ce produit-là. Je pense qu'à un moment, il y avait des rumeurs aussi comme quoi ils allaient essayer de faire tourner des applications Android. Et du coup, en plus, avec l'arrivée des processeurs ARM, ça prenait tout son sens, parce que je me rappelle que, pour ceux qui ne le savent pas, à Microsoft, ça fait longtemps qu'ils ont cette arlésienne de migrer sur cette plateforme-là, quid des Surface RT, qui a été une catastrophe atomique. C'est clair. Et là où je te rejoins, en fait, pour moi, c'est que ça pourrait être un produit excellent, sauf que pour moi, l'interface Windows s'y prête pas du tout sur le côté tablette, en fait. Ils ont essayé avec... voilà, c'est catastrophique l'usage au doigt. C'est ça, il y avait l'effort avec Windows 8, il y a eu un semblant de truc qu'ils ont gardé avec Windows 10. Windows 11, ça s'y prête pas vraiment, mais en vrai, je pense que pour un usage, pas full tablette, mais un peu léger, à moins de faire du graphique, parce qu'il y a aussi la partie Surface, j'ai plus le nom, mais tu sais, là, vraiment le remplaçant presque du Apple, du M1 ou un truc comme ça. Ou non, pas le laptop, tu sais, vraiment le all-in-one de l'iMac. Ah oui. Tu avais le Surface Studio. Le Surface Studio. Magnifique. Qui est magnifique. Et qui, même l'idée de la petite molette et tout, qui ici, l'intégration est bien faite, qui est franchement crédible. Ils en ont fait, je sais plus de 2 générations, je crois, mais juste les créatifs veulent pas y aller parce que tu as Windows DR, donc je comprends ça puisse faire flipper. Moi, je connais bien le système Windows, donc je suis en capacité de débugger, d'être un peu objectif quand même sur là ça va pas. C'est quand même un produit qui me fait de l'œil. C'est pas le même positionnement qu'un MacBook Air, ce sera pas la même utilisation. C'est une question de temps, je pense, avant que je craque. Si je craque, je pense que je vais craquer, mais je sais pas encore sur lequel je vais me diriger, si ce sera un 12 ou un 13 pouces. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Microsoft de nous l'envoyer.
Tu vas le tester et t'achèteras un MacBook Air derrière. Allez. On enchaîne. Allez hop, ça c'est fait, ça c'est dit, bim bam boum. Et juste pour info, l'émulateur qu'on se posait là, Apple, histoire d'être factuel, c'est Rosetta. Rosetta, exactement, Rosetta tout à fait. 2. Rosetta voilà. qui non, a je l'ai pas été... regardé sur internet. Et du coup, mais en fait, voilà, la force d'Apple, ça a été de le sortir en même temps que ces putains de plateformes, pas comme Microsoft qui sort en disant, en fait, ouais, on l'a sorti, ça fonctionne, mais il n'y a aucun logiciel qui tourne à part nos propres logiciels à tous, c'est-à-dire la suite Office. Donc, un peu con de la part d'Apple. Dernier petit craquage. Celui-ci, ça fait pareil, à un moment que je voulais y aller, c'est le Remarkable. C'est la tablette e-ink où tu peux écrire dessus sur l'écran e-ink. Coûteux pour un usage professionnel cette fois-ci parce qu'en fait dans les meetings tu peux prendre les notes dessus et tu as une application pour les envoyer directement sur ton ordinateur. C'est plutôt cool quand tu veux faire des meetings et pas avoir la sensation que tout le monde s'en bat la race en fait de ce que tu dis, simplement parce qu'en fait tu as un truc papier, tu peux noter. Oui, ou le côté un peu malsain d'écrire sur son téléphone ou prendre des notes sur son téléphone. Moi c'est un truc que je déteste faire quand je parle avec quelqu'un alors que c'est ou sur le PC. Il y a un côté un truc bienveillant mais il y a une relation hyper dégueulasse je trouve de voir quelqu'un écrire sur son téléphone pendant que toi t'es en qu'il train de parler et t'en as qui écoutent et tout mais juste si tu parles, ils ont la tête baissée, puis tu vois qu'ils sont en train de répondre à un mail ou un truc comme ça veut pas dire qu'ils écoutent pas. Mais encore une fois, ça va peut-être amener à remplacer ma tablette, puisque c'est quand même de e-ink, donc tu peux. C'est e-ink, c'est comment dire, ces tablettes assez avancées quand même. Tu as du navigateur, tu peux faire pas mal de choses avec. Ah oui, il y a une tablette intégrée, c'est pas juste le bloc-notes. Alors non, tu as quand même un écosystème derrière, c'est pas du full Android comme tu pourras avoir, mais tu as quand même 2-3 applis un peu basiques, type tu peux lire des e-books, etc. Ouais, alors tu crois pas si bien dire, tu as des tablettes sur l'écran e-ink, tu peux regarder YouTube, c'est abominable, le faites pas, mais tu as des tablettes où tu as le navigateur. C'est un concept. Mais voilà, là du coup, tu peux éditer tes PDF, tu peux prendre des notes, je crois qu'il y a même une fonctionnalité où quand tu écris, il arrive à lire ton écriture manuelle et puis te le refait en format texte. Je crois derrière. Que ça coûte très cher ce produit, c'est 500 €, non? C'est facilement, ouais. Et à l'époque, j'avais mal compris leur positionnement. Je pensais qu'en fait, quand tu l'achetais, tu pouvais écrire, mais pour l'envoyer à ton PC, tu avais un abonnement qui était nécessaire. Je dis donc, en plus, moi, je dois l'acheter et aller acheter un abonnement pour juste transférer le truc. En fait, non, je crois que j'avais juste mal compris. Mais la deuxième génération est pas mal. Donc, peut-être que je vais craquer, mais ça, ce sera encore dans. Je pense que si je craque, ça sera la rentrée, voire même après. Alors, il y a 3 craquages, moi, qui vont sans doute venir, mais pour l'instant, il y a une timeline qui fait que je sais pas. Il y a le Lego Ferrari. Je comprends. Voilà, c'est rien de tech, mais pour la déco, le problème c'est que ça prend de la place. Donc pour l'instant, je sais pas trop où le mettre et tout ça, mais j'adore ce côté. Je pense que peut-être cet été, je le prendrai histoire de passer ce moment où tu réfléchis. J'aime beaucoup quand même, il est passé de la problématique à la solution. C'est clair. Oui. Mais moi, il y a la place, mais je vais le prendre. C'est pareil, mais moi je suis même peut-être plus conclu parce que j'ai vu qu'ils avaient sorti toutes les F1 en Lego et j'ai envie de toutes les prendre, les 12. C'est vraiment toutes les. En petit ou en grand? Ouais, les petits, non, pas les grands. Ah, ok, d'accord. Non, mais parce que moi, je te parle de la grande. Ouais, la vraie F1, la grosse, celle qui est en format comme la Ferrari que t'as déjà. Exactement. Donc, franchement, là, je suis en train de me tâter de plus en plus. En plus, à la baissée de prix, à chaque fois, je le vois, c'est dans mon panier Amazon, tu sais. Et puis, elle te fait s'actualise et tout ça. Elle dit, ne m'oublie pas. Alors, il y a ça. Il y a aussi la De Vialet Dione. Ça fait un moment que je réfléchis à la prendre. C'est la barre de son de Vialet. Le problème, c'est que pour l'instant, dans mon setup, ça va pas aller parce que je l'ai fait d'une telle manière que ça rentrera pas dans les codes. Donc, je sais pas si je la prends pas histoire de l'avoir de côté parce que De Vialet va très très mal en ce moment. Donc, pour mutualiser, peut-être. Genre les avoir s'ils disparaissent, d'avoir. Exactement, de l'avoir quand même parce que c'est un. Alors, à la fois, c'est un super bel objet, surtout dans l'édition Opéra de Paris avec les feuilles d'or sur le côté. Bref, c'est magnifique. Magnifique. Et surtout, en termes de son, ce qui est très fort, c'est qu'ils ont pris le pari de mettre tous les aigus dans une petite enceinte centrale. Donc, c'est elle qui se charge des aigus, des voix, et le reste, c'est les basses, les médiums. Ce qui apporte une vraie clarté dans les dialogues. Et moi, c'est ce que je reproche beaucoup aux barres de son généralement, c'est que parfois, t'as beaucoup de corps dans la musique ou dans ce qui se passe. Mais par contre, t'entends rien les dialogues. J'ai l'impression que c'est très étouffé, ouais. C'est ça, donc t'es en permanence en train de lever le volume, diminuer, lever le volume, diminuer. Bref, les réglages sont compliqués. Je crois qu'il y a trop de gens qui sont dans leur voiture, en train de faire le ménage, en train de courir, ils font tous comme ça, avec la tête, elle bouge. Oui, c'est vrai, il a raison. Ah ouais, non mais ouais, c'est parce que qui adore maintenant, on veut que des basses partout de toute façon. Alors ouais, mais c'est vrai qu'il faut aussi faut trouver un certain équilibre. Et surtout, c'est un produit qui fonctionne à la fois du coup pour le côté cinéma, mais aussi pour la musique. Et il y a du Dolby Atmos intégré, même si je crois qu'il y a une petite douille là-dedans, mais il faudrait que j'en sache plus. Et tu sais quoi, peut-être que si la marque, bon, je
je leur souhaite pas, mais si elle disparaît, peut-être dans quelques années, ça deviendra collector en même temps. Alors, en tout cas, une œuvre d'art, là, moi, Ça, c'est c'est vrai sûr. que je suis assez partisan. Faut pas leur de souhaiter, ces faut pas leur trucs-là. souhaiter, ils font Non, du bon non, taf. non. que- Mais je crois qu'ils ont été rachetés par Hisense, donc a priori, ça devrait aller mieux. Donc, Aïe. mais bon, c'est Hisense. À voir. En tout cas, ça fait partie de la checklist et ça fait partie c'est sur une wishlist il y a très longtemps que j'y réfléchis, mais c'est un produit qui coûte quand même très très cher et pour l'instant, j'en ai pas vraiment l'usage, donc c'est un peu compliqué. Finalement, c'est un PC gaming. Ça fait un moment que j'en parle à Rewan, il le sait. Oh, Mais il fait si l'idée, plaisir. c'est de faire un vrai projet comme j'avais pu le faire à l'époque avec la construction du PC de A à Z où j'avais fait une config full white et c'est mon frère aujourd'hui qui est parti avec cette config. Rends la config, rends la config, rends la config. Et donc aujourd'hui, je voudrais faire un truc un peu similaire dans le sens où avoir un vrai truc brutal où tu te dis waouh, c'est stylé. Pour l'instant, je suis en train de réfléchir au projet. J'aimerais aussi associer des belles marques dessus pour avoir, faire un beau projet. Mais en tout cas, c'est dans les packages C'est dans les et je crois que d'ici la rentrée, on va faire un truc. Je vais appeler les petits contacts qu'il y a autour de ça pour faire un vrai projet stylé. Ça va être sympa ça parce que c'est pas juste un PC gaming pour faire un PC gaming, il y a l'atmosphère de Quentin, c'est-à-dire avoir un côté design, un truc qui s'intègre et quelque chose qui est en fin de compte une pièce qui est fonctionnelle mais qui est aussi belle et qui vraiment représente C'est pour ça que tout un à l'heure, certain en état off, d'esprit. ça regardait les boîtiers. Ah, ça c'est encore autre chose. Ça, c'est Ça, encore c'est autre parce que chose. je suis dans mes projets DIY de me faire mon propre Ouais. NAS encore une fois, mais ça c'est parce que pareil, ce que je disais, c'est j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez d'argent, mais j'ai beaucoup trop d'envie en fait. Je crois que c'est le problème de beaucoup de personnes. Ouais, c'est pas faux. Donc je le dis, je me On est rends compte. ensemble, on est ensemble. Vous l'aurez compris, certains craquages étaient planifiés depuis longtemps, d'autres non, et ils nous ont complètement surpris. Mais ils ont tous une chose en tout cas, ils ont trouvé leur place dans notre quotidien. Oh, ils vont la trouver, hein. Et ils vont la trouver, il y en a Ouais. qui vont turbo T'inquiète. fort la trouver. Le problème c'est pas de la trouver, c'est de l'avoir. C'est vrai. Dites-nous en tout cas, c'est quoi votre plus gros craquage tech de l'année, ou celui qui va arriver, ou celui que t'assumes pas du tout. Voilà, ça peut aussi faire partie de la liste. En tout cas, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt dans Bubble. Salut.